Pendant cette époque, il passe la plupart de son temps à Cap Juby, qui se trouve entre Casablanca et Dakar. C'était le relais pour le courrier montant et descendant. À cette époque, le chef d'aéroplane n'était autre qu'Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Ex. Les deux hommes se respectent et se lieront d'amitié. En août 1927, Mermoz est nommé chef d'aéroplane d'Agadir. Mais la vie sédentaire et l'administration le pèsent. Ce qu'il ignore alors, c'est que Dora a d'autres ambitions pour lui et que cette nomination le prépare déjà pour la suite. Cette année-là, Mermoz essaye le LAT-26. L'ATCOR veut relier Toulouse à Saint-Louis d'une traite et Mermoz fera partie du voyage. Il volera avec Négrin. Seul ombre au tableau pour continuer plus loin, les autorités françaises. Mais les deux pilotes sont bien décidés à faire fi des fonctionnaires. Ils partiront le même jour que Coste et Lebris, qui ambitionnent, eux, de continuer plus loin et de traverser l'Atlantique Sud. Ils quittent Toulouse le 10 octobre 1927 au petit matin et arrivent à Saint-Louis 23 heures plus tard, au petit matin également. Malheureusement, une bosse à l'atterrissage fait basculer le laté vers l'avant. L'hélice touche le sol, est abîmée, anéantissant ainsi tous les espoirs de traversée des deux compères. Le temps de recevoir une nouvelle hélice, et Coste et Lebris ont déjà traversé l'Atlantique Sud. Le 6 novembre 1927, Mermoz embarque pour Rio de Janeiro avec le LAT-26 du RAID à bord du paquebot Groix. Le rachat de 93% des parts des lignes LATCOR par Marcel Bouilloux-Lafont va donner un nouvel essor à ce qui devient l'aéropostale, le développement de l'Amérique du Sud. Mermoz va devoir créer des lignes, mais aussi les aéroports qui vont avec. Mermoz partira de Pacheco, qu'il fallait encore aménager. Mermoz ne vole plus. Il travaille à développer l'aéropostale. 3 mois à ne plus voler et développer la ligne. Le 1er mars 1928, Mermoz emporte le premier courrier aérien d'Amérique du Sud destiné à l'Europe. Il met enfin en pratique ce sur quoi il a travaillé tant de mois. Mais ce premier voyage ne se passe pas sans souci. Une fuite d'eau le force à se poser à Jaguaro pour réparation. Le courrier arrivera néanmoins à Natal, où il est embarqué à bord d'un aviso. Ce jour, Mermoz n'abandonnera aucune de ses fonctions. Il était aussi bien dans les bureaux que dans les avions que sur l'aérodrome. Seuls se suivent et ne se ressemblent pas. Tantôt un LAT-26, tantôt un Blériot 14, tantôt avec une chute de régime moteur, tantôt sur une seule magnéto. Courrier doit passer. Mermoz se donne alors comme objectif de relier les deux continents par les airs. De façon régulière, l'Atlantique deviendra une obsession. En attendant de vaincre l'Atlantique Sud, il fallait continuer à étendre le réseau en Amérique du Sud et vaincre la cordillère des Andes, dont les sommets les plus élevés culminent à plus de 7000 mètres. Il fallait pouvoir remplacer le transandin qui se faufilait dans une vallée à plus de 4400 mètres, mettait près de 2 jours à arriver à destination, mais ne passait pas en hiver à cause des avalanches. L'avion, lui, passerait en 4 heures. Une Française, Adrienne Bolland, les avait déjà traversés en 1920, plus au sud, en caudron G3. Un exploit pour l'époque. Ils empruntent alors la route sud, avec à bord le comte de Lavaux. Ils atterriront à Conception à 11 h du matin et repartiront en début d'après-midi. Lors de la traversée, un problème de carburateur oblige Mermoz à se poser sur un plateau suite à l'arrêt de son moteur. L'avion refusant de s'arrêter, Mermoz doit en sauter pour l'arrêter. Colno réussit à le réparer en 1 heure et demie et les 3 hommes repartent pour Santiago où ils atterriront en soirée. Le retour se fera sans le comte de Lavaux et par le nord. La route sud impose un trop grand détour. Une première étape à Copiapo et le 9 mars à 10 h du matin, Mermoz décolle avec Colno. Il monte en spirale à 4200 mètres, le maximum que puisse lui donner son LAT-25, toujours bien en dessous des 4500 mètres nécessaires au passage des cols. Tout autre pilote aurait fait demi-tour, mais pas Mermoz. Il joue avec les courants ascendants. Le 4e est le bon et Mermoz passe de l'autre côté de cette muraille.
Mais ce qui monte finit par redescendre et il en va de même avec le courant ascendant de Mermoz. Son avion commence à descendre, se rapprochant dangereusement du sol. Mermoz coupe les gaz, cabre son avion. Mais celui-ci touche le sol, rebondit, remonte, retouche le sol lourdement 2 fois avant de rouler et de s'affaisser. Quel soulagement quand l'avion s'arrête dans la neige à 4200 mètres et une température de 15 degrés, sous zéro. Les 2 hommes ne sont pas équipés pour un tel froid. Leur avion est inutilisable. Fuselage cassé, train d'atterrissage faussé, béquilles arrachées. Ils se mettent alors en marche vers l'ouest. En 1h30, ils ne parcourent que 500 mètres de neige, d'obstacles. En se retournant et voyant le peu de distance parcourue, les 2 hommes font demi-tour et décident de réparer l'avion. Le génie de Collenot et les vêtements des 2 hommes feront l'affaire. Se réchauffant en se serrant l'un contre l'autre dans la cabine et buvant de la neige. Ce n'est qu'au 3e jour que l'avion est réparé. Mermoz analyse la géographie locale. Le décollage se fera en bondissant de plateau en plateau, la distance disponible n'étant pas suffisante. Tout ce qui n'était pas nécessaire est retiré de l'avion, qui pèse encore près de 2 tonnes. 8 heures sont nécessaires à l'exploit. Les cales sont retirées et le moteur vrombit. Tenant avec des bouts de tissu et de vestes de cuir. Il arrive au bout du plateau et tombe sur le premier tremplin. Le train a tenu. Le second tremplin, puis le 3e. Le train tient. L'avion vire sur l'aile pour éviter la paroi et Mermoz fait demi-tour. Il revient à Copiapó. Le Latte 25 numéro 603 repose maintenant quelque part en Patagonie, dans un musée. Cet exploit fit de Mermoz un héros en Amérique du Sud. En avril, Mermoz reçut enfin la machine pour cette tâche, le Potez 25, avec un plafond à 6000 mètres. Mermoz allait faire de nombreux allers-retours, analysant la route dans ses moindres détails. Et le 14 juillet 1929, la ligne est officiellement ouverte. Ensuite, Mermoz ouvre la ligne Buenos Aires-Assumption et s'attaque à la Patagonie et ses vents à décorner les bœufs. En avril 1929, le papillon Mermoz rencontre une jeune Française née en Argentine. Sans crier gare, l'amour lui tombe dessus. Cet amour qui entre en conflit avec sa passion, l'aviation. Il n'a jamais délaissé sa passion pour qui que ce soit. Cependant, il songe par amour à prendre ses distances avec l'aviation, mais ne le fait pas. Ils se marieront le 23 août 1930 et divorceront en 1935. Le 20 janvier 1930, Mermoz quitte l'Amérique du Sud et partage son royaume. Il cède le Brésil à Étienne, son ami de longue date. Le Paraguay à Rennes. La Cordillère des Andes à Guillaumet. Et la Patagonie à Saint-Exupéry. Il arrive à Bordeaux le 10 février et va maintenant se consacrer à son objectif, l'Atlantique Sud.